Vous tenez peut-être entre vos mains un morceau d'histoire de France qui passe totalement inaperçu, une pièce que vous avez peut-être reçue dans votre monnaie, jetée dans un tiroir ou que vous avez vue 100 fois sans jamais vraiment la regarder. Elle est grise, elle est froide au toucher, elle ne brille pas comme l'argent, et c'est justement pour cela que vous êtes peut-être passé à côté d'un secret. Aujourd'hui, je vous propose une enquête, une plongée dans l'âme d'une pièce de monnaie qui a été créée dans un contexte de crise mondiale, qui incarne un chef-d'œuvre de la sculpture française, et dont certains exemplaires, absolument identiques en apparence à ceux que l'on trouvait dans nos poches, sont devenus des légendes. Une légende qui se murmure, qui se transmet entre collectionneurs avertis. Et à la fin de cette histoire, je vous dirai pourquoi un simple détail, un défaut de fabrication presque invisible, a pu transformer un morceau de nickel de 5 francs en une valeur totale de 57 000 dollars. Pour comprendre ce miracle moderne, il faut d'abord quitter l'année 1975. Il faut remonter le temps, traverser les décennies et s'arrêter à l'aube du XXe siècle. Nous sommes en 1897. La France est sous la Troisième République. Le pays est en pleine effervescence artistique et industrielle, et la monnaie nationale est encore largement un héritage du XIXe siècle. Le ministère des Finances décide de lancer un concours pour renouveler le visage des pièces d'argent. Le thème est imposé. Il faut représenter la République. Les plus grands graveurs de l'époque soumettent leurs projets, et c'est là qu'entre en scène un homme nommé Louis-Oscar Roty. Retenez ce nom. Louis-Oscar Roty, ce n'était pas un simple artisan, c'était un artiste de génie, déjà célèbre pour ses médailles, un maître de la gravure qui allait donner à la France un de ses symboles les plus puissants et les plus durables. Son projet pour la pièce ne ressemblait à rien de ce qui existait. Il ne proposait pas un buste de Marianne, raide et hiératique, comme on pouvait le voir sur les timbres ou les monnaies précédentes. Son idée était profondément différente, incroyablement audacieuse. Il a imaginé une femme en marche, une femme qui avance. Une femme qui sème, ce n'est pas une allégorie figée du pouvoir. C'est une allégorie du mouvement, du travail, de l'espoir et de l'abondance. La semeuse, regardez-la bien. Elle est coiffée d'un bonnet phrygien, symbole révolutionnaire de la liberté. Ses cheveux longs s'échappent et semblent flotter dans le vent qu'elle crée par sa propre progression. Son corps est dynamique, le genou légèrement fléchi, le pied qui se pose sur le sol de la France. Elle tient un sac de graines contre son flanc gauche, et son bras droit, tendu, libère une pluie invisible de grains sur la terre labourée derrière elle. Ce qui est bouleversant dans cette sculpture, c'est qu'elle ne regarde ni l'horizon, ni le spectateur. Elle regarde le sol, son ouvrage, l'avenir qu'elle est en train de faire naître. Elle est à la fois une déesse antique et une paysanne contemporaine de Roti. Il a sublimé le réel, le succès est immédiat et foudroyant. La semeuse de Roti n'est pas seulement choisie, elle est acclamée. Elle va orner les pièces de 50 centimes, 1 franc et 2 francs en argent à partir de 1897 et 1898. Cette pièce devient le symbole monétaire de la France dans le monde entier. On la compare aux plus grandes créations de la numismatique, et le profit de cette semeux est si parfait, si indémodable, qu'il traversera le siècle. Il survivra à 2 guerres mondiales, à des changements de république, à des réformes monétaires. On le retrouve sur les francs des années 60 et bien sûr sur les fameuses pièces de 5 francs que les Français connaîtront à partir de 1960 lors du passage au nouveau franc. Mais notre histoire, l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, va connaître un tournant radical, un tournant qui n'est pas artistique, mais géopolitique et industriel. Nous sommes à la fin des années 60 et au début des années 70. Le monde change, la guerre du Vietnam fait rage, le système monétaire international de Bretton Woods vacille et le prix des matières premières s'envole. Et parmi ces matières premières, il y en a une qui est cruciale pour les pièces de monnaie, l'argent. Depuis des siècles, la monnaie de valeur, la bonne monnaie, est en argent. Mais le métal blanc devient soudainement plus cher que la valeur faciale des pièces elles-mêmes. Un dilemme terrible pour les États. Si vous fabriquez une pièce de 5 francs dont le métal vaut 6 francs, les gens ne vont plus la dépenser. Ils vont la fondre, la thésauriser. C'est la loi de Gresham. La mauvaise monnaie chasse la bonne. La France, comme d'autres pays, doit prendre une décision radicale. Il faut retirer l'argent de la monnaie divisionnaire. La solution technique est trouvée. Un alliage à base de nickel pur. C'est une petite révolution. En 1970,
la monnaie de Paris commence à frapper la nouvelle 5 francs semeuse en nickel. Elle conserve le même design que la pièce en argent de 1960, à quelques différences près. Elle est légèrement plus petite en diamètre, un peu plus épaisse, et surtout, elle est grise. Fini l'éclat blanc et doux de l'argent. Voici le gris froid, industriel, du nickel. Le public l'accepte car il le faut bien, mais pour les collectionneurs de l'époque, cette pièce est d'abord perçue comme une pièce de nécessité, une monnaie de remplacement, sans le prestige de son ancêtre en argent. Et c'est là que notre enquête se focalise sur une année précise, 1975. Pourquoi 1975 est-elle une année si fascinante? Parce qu'elle se situe à un point de bascule. La frappe des 5 francs semeuse en nickel a déjà 4 ans. Des centaines de millions de ces pièces ont été produites et sont en circulation. C'est une pièce utilitaire, l'équivalent d'un bon repas, d'un paquet de cigarettes, d'un ticket de cinéma. Elle est banale, d'une banalité absolue. Et c'est dans cette banalité que le trésor se cache. En numismatique, la valeur ne naît pas de la rareté programmée, mais de l'accident, de l'erreur qui a échappé aux contrôles les plus stricts, de l'objet qui n'aurait jamais dû exister et qui, par une succession de circonstances presque impossibles, a survécu pour se fondre dans la masse. Parlons de cette pièce de 1975. Décrivons-la avec les yeux d'un enquêteur. Vous la regardez, elle est grise, mate ou légèrement brillante selon son usure. À l'avers, donc le côté face, nous avons notre semeuse. Elle marche vers la gauche, en haut, le long du listel, l'inscription République française. Sous le sol où elle pose le pied, le nom de l'artiste, au rôti en lettres capitales. C'est un avers d'une élégance classique. Maintenant, retournez-la le revers. C'est ici que l'architecture de la valeur se met en place. Au centre, la valeur faciale, 5 francs sur 2 lignes. Au-dessus de cette valeur, une couronne. Pas une couronne royale, mais une couronne composite de feuilles de chêne, de branches d'olivier et d'épis de blé. Les symboles de la force, de la paix et de l'abondance, réunis autour de la valeur de la monnaie. En dessous, la date, entourée des marques de l'atelier, la corne d'abondance, différent du directeur de la monnaie de Paris, et le hibou, différent du graveur général. Enfin, tout autour, la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, tout semble normal, tout semble conforme, et pourtant, je vais vous confier le premier secret, celui qui ouvre la porte à tous les autres. Pour la pièce de 5 francs semeuse en nickel, l'année 1975 est une année de transition technique invisible pour le grand public. La monnaie de Paris a commencé à utiliser de nouveaux procédés de frappe, de nouvelles presses plus puissantes. Les coins monétaires, ces blocs d'acier gravés en creux qui frappent le métal, subissent des pressions et des contraintes inouïes. Chaque coin peut frapper des centaines de milliers de pièces avant d'être usé. Et c'est dans cette usure, dans cette pression, que des anomalies rarissimes peuvent se produire. L'esprit d'un chasseur de trésors doit maintenant s'aiguiser. Que faut-il regarder exactement? Ce sont les détails. Des détails qui sont à la limite de la perception. Oubliez la loupe, je vous parle presque du microscope. Le premier détail à comprendre, c'est la tranche. La tranche de cette pièce est striée, des stries fines et régulières. Mais sur une pièce fautée très spécifique, cette tranche peut être absente, lisse comme un miroir. Pourquoi? Parce qu'au moment de la frappe, le flanc, le rond de métal vierge, n'a pas été introduit correctement dans la virole, l'anneau d'acier qui maintient le flanc et grave ses stries pendant l'impact. C'est une erreur de manipulation, un flanc qui a sauté ou qui n'a pas été assez large pour remplir la virole. Une pièce à tranche lisse est un objet qui n'aurait jamais dû sortir de l'atelier. Ensuite, il y a les détails du relief. Regardez le bonnet phrygien de la semeuse. Sur une pièce normale, les plis du bonnet sont nets. Sur une pièce issue d'un coin usé, ils sont mous, empâtés. Mais sur une erreur de frappe extrêmement rare, le coin a bougé. Infiniment, une fraction de millimètre. Ce mouvement crée un dédoublement. On appelle cela une frappe tréflée. Vous voyez alors un léger fantôme du profil, un double contour sur une lettre de République française. C'est un défaut que les ouvriers devaient détecter et ces pièces devaient être refondues. Si vous en voyez une, votre cœur devrait commencer à battre plus vite. Mais l'erreur la plus fascinante, la plus spectaculaire, est la frappe sur un flanc destiné à une autre pièce. Imaginez l'atelier de frappe, des centaines de milliers de flancs circulent.
Il y a des flancs pour les centimes, pour les 1 franc, pour les 10 francs. Les flancs pour la 5 francs semeuse en nickel ont un poids et un diamètre très précis. Le poids théorique de notre pièce de 1975 est de 10 grammes. 10 grammes de nickel pur. Maintenant, imaginez un flanc de 20 centimes en aluminium bronze qui, par accident, tombe dans le seau d'alimentation de la presse à 5 francs. Ce flanc est bien plus petit et plus léger. La presse s'abat avec une force de plusieurs centaines de tonnes. Les coins de la 5 francs semeuse frappent ce petit flanc. Le résultat est une pièce hybride, un monstre industriel. Une partie du dessin est manquante, la pièce n'est pas ronde, son poids est totalement aberrant. C'est une erreur d'Aloha, une erreur de métal. Une telle pièce est une licorne, il faut que l'on parle du nickel. Le choix du nickel est central. C'est un métal dur, magnétique, au toucher froid. C'est un métal de transition, numéro 28 dans le tableau périodique. Sa dureté a un effet direct sur la qualité de la frappe et l'usure des coins. Contrairement à l'argent, qui est malléable et prend bien l'empreinte, le nickel exige une pression beaucoup plus forte. C'est cette force extrême qui provoque l'usure accélérée des coins et donc, potentiellement, des variantes dans la qualité de gravure. Une semeuse de 1975 en qualité fleur de coin, c'est-à-dire n'ayant jamais circulé et présentant l'intégralité du velours de frappe, est déjà une rareté en soi, car la plupart ont été mises en circulation et se sont heurtées les unes aux autres dans les sacs. Le velours de frappe sur du nickel, c'est une texture satinée, presque granuleuse, qui capte la lumière de manière unique. Maintenant, je dois vous guider plus profondément dans l'univers de la collection. Pourquoi une pièce de 1975, qui n'est pas une année de faible tirage, pourrait-elle atteindre une valeur aussi astronomique que 57 000 $? La réponse n'est pas dans le tirage officiel, mais dans le tirage officieux, dans la pièce qui n'est pas répertoriée. Dans tous les ateliers monétaires du monde, il existe une pratique connue, l'essai et la présentation. Avant de lancer une production, ou pour des occasions spéciales, la monnaie frappe des pièces avec des coins d'essai, des métaux différents ou en épreuve de contrôle. Ces pièces ne sont pas destinées à circuler. Elles sont faites pour être présentées aux dignitaires, aux ministres, aux archives. Elles sont produites en un, 2 ou 3 exemplaires. Parfois, elles se perdent. Parfois, un ouvrier les subtilise. Parfois, elles sont volées lors d'un déménagement des archives. Et si, en 1975, un essai secret avait été frappé, pas en nickel, mais en or, par exemple, une semeuse de 1975, strictement identique visuellement, mais en or pur. Cette pièce n'aurait aucun sens économique. On ne fait pas une pièce de 5 francs en or. C'est pour cela qu'elle est si précieuse. C'est un caprice d'État, une fantaisie de graveur, un moule d'archives. Ou bien, imaginez ceci, une pièce en nickel, mais frappée avec un coin qui porte un millésime futur ou un coin qui est une variante non retenue du dessin. Un pétale de la couronne est plus long. La signature de rôti est placée ailleurs, la patte du hibou est dédoublée. Ce sont des variations infimes, mais pour l'œil qui sait, c'est la différence entre une pierre et un diamant. Parlons de ce qui fait le frisson ultime du chasseur de trésors. La pièce de circulation qui n'aurait pas dû circuler. En 1975, la monnaie de Paris avait un contrôle qualité extrême. Chaque bague de pièces frappée était vérifiée. Une sonde prélevait des échantillons. Si le poids, le diamètre ou l'aspect de visuel n'étaient pas conformes, tout le bac était envoyé à la refonte. Imaginez un bac de 1000 pièces, toute belle, toute neuve, prête à être expédiée vers les banques de France. Mais la sonde était une erreur, une pièce de 1975 qui a été frappée par un coin de 1974. C'est une impossibilité chronologique. Le coin de 1974 n'aurait jamais dû être sur cette presse. Le bac est condamné. Les 1000 pièces doivent retourner au creuset, redevenir un lingot de nickel informe. Et pourtant, dans le trajet, dans la manipulation, une de ces pièces tombe au sol, roule sous une machine. Un ouvrier la ramasse un mois plus tard, distraitement, et la met dans sa poche. Ce soir-là, il achète son pain avec. La pièce fautée est dans la nature. C'est ainsi que naît une légende, pas dans une salle des ventes prestigieuse, mais dans le geste banal d'un homme qui achète du pain. Cette pièce, ce mutant métallique, va passer de main en main, de tiroir-caisse en porte-monnaie, pendant des années, des décennies. Elle circule, sue un peu, mais son anomalie est si discrète que personne ne la remarque. Peut-être est-elle dans une collection depuis 40 ans sans que son propriétaire ne sache vraiment ce qu'il détient. Ou peut-être, et c'est là le plus vertigineux, est-elle encore aujourd'hui dans votre poche,
ou dans un bocal de monnaie oublié au fond d'un placard. Comment la reconnaître? C'est le moment de transformer cette vidéo en un manuel d'identification. Prenez votre pièce de 5 francs semeuse de 1975. Faites-la teinter sur une table. Le son du nickel pur est un clong plus sourd et plus bref que le din cristallin et prolongé de l'argent. Si vous avez un aimant, approchez-le. La pièce en nickel doit être fortement attirée. C'est le test le plus simple. La pièce en argent, elle, est totalement insensible à l'aimant. C'est la première barrière. Si votre 5 francs 1975 ne colle pas à l'aimant, ce n'est pas une pièce en nickel, et donc pas celle que nous recherchons. C'est probablement une ancienne pièce en argent qui a de la valeur, mais pas celle qui nous occupe. Maintenant, munissez-vous d'une loupe la plus puissante que vous ayez. Examinez la date 1975. Le chiffre 5 est souvent le lieu d'erreur. Y a-t-il une double frappe, un 5 sur un 4? La courbe du 5 est-elle parfaite ou légèrement brisée? Regardez le listel, se bourreler sur la tranche. Est-il parfaitement centré? Une pièce décentrée, où le listel est plus épais d'un côté, est une pièce qui a glissé sous la presse. Sa valeur est déjà multipliée par 1000 par rapport à sa valeur faciale. Observez la couronne du revers. Les points qui séparent les mots de la devise sont-ils ronds ou ovales? Un point ovale au lieu d'un point rond est une variante de coin connu. Cherchez les stries sur la tranche. Sont-elles bien là? Si la tranche est lisse, asseyez-vous et respirez calmement. Il y a une autre catégorie d'erreurs, plus conceptuelle, la frappe médaille et la frappe monnaie. Normalement, une pièce est frappée en frappe monnaie. Cela signifie que quand vous la tournez sur son axe vertical, le revers est à l'envers. Si le revers est dans le même sens que l'avers, c'est une frappe médaille. Sur les 5 francs semeuses de 1975, la frappe est toujours monnaie. Si vous trouvez une pièce en frappe médaille, c'est qu'elle a été frappée avec des coins qui n'étaient pas destinés à la production, peut-être des coins d'essai. C'est un monstre sacré. Parlons du tirage. En 1975, le tirage de la 5 francs semeuse en nickel est de plusieurs millions d'exemplaires, environ 19 millions de pièces. C'est un tirage absolument colossal qui ancre cette pièce dans la banalité la plus totale. Et c'est cette masse qui est le parave parfait pour le trésor. Les collectionneurs recherchent les petites dates ou les grosses dates, des variantes infinitésimales dans la taille des chiffres. Mais la pièce à 57 000 $ n'est pas une simple variante. C'est une pièce unique. Son histoire est probablement documentée dans des archives poussiéreuses, dans une note de service de la monnaie de Paris qui ordonnait sa destruction, ou dans une correspondance entre le directeur de la fabrication et le ministre. Elle est le fruit d'un concours de circonstances que je vais maintenant vous narrer. Imaginez un jour de 1975, à l'atelier de Pessac, en Gironde. Les presses battent la cadence, le bruit est assourdissant. Un graveur travaille sur un nouveau poinçon. Il doit tester la dureté d'un alliage expérimental. Pour cela, il ne va pas créer un outil neuf. Il prend un vieux coin de 5 francs, usé, qui devait être détruit. Il monte ce coin sur une presse à essai, une petite machine silencieuse dans un atelier à part. Il place un flanc vierge par un flanc en nickel, un flanc préparé pour une pièce de 100 francs en argent. Le test est fait. La pièce hybride est produite. Elle est magnifique. Le dessin de la semeuse est frappé sur un flanc plus large et plus lourd. Le graveur la contemple, la met dans sa poche et l'oublie. C'est une pièce qui n'existe pas sur les registres. Une pièce clandestine, un essai sauvage. Des années plus tard, sa descendance la retrouve dans une vieille boîte à cigares sans savoir ce que c'est. Ou alors, l'histoire est encore plus simple et plus folle. En 1975, la France organise un concours pour le dessin de futures pièces. Un projet de semeuse modernisé est proposé. Un coin officiel est gravé et quelques frappes d'essai sont réalisées en métal précieux pour les membres du jury. Le projet est finalement rejeté. La semeuse de rôti est conservée telle quelle. Les ordres sont donnés. Tous les coins et toutes les pièces d'essai de ce projet doivent être détruits. Tout est fondu, sauf un exemplaire offert en secret par un membre du jury à son épouse. Cette pièce, qui montre une semeuse au trait légèrement différent, un drapé plus moderne, est frappée en platine, est la pièce manquante. La pièce de la collection de l'État qui a disparu. Sa valeur, elle dépasse l'entendement. Elle est la trace physique d'un chemin que l'histoire de la monnaie française n'a pas pris. Le temps a passé. La pièce de 5 francs semeuse a vécu. Elle a traversé la fin des années 70, les années 80. Elle a survécu à l'inflation, à l'arrivée de la 10 francs bimétallique. Et puis, le couperet est tombé. L'euro,
Le 1er janvier 2002, la semeuse de rôti, a cessé d'avoir cours légal. Après plus d'un siècle de règne, elle a été retirée de la circulation. Les Français ont fait la queue dans les banques pour échanger leurs francs contre des euros. Des millions, des milliards de pièces ont été récupérées, mises dans des sacs et envoyées à la fonte. Ces monceaux de nickel, d'argent, de bronze sont redevenus des lingots informes pour être peut-être recyclés en pièces en euros. C'est à ce moment-là que la rareté des pièces comme la 5 francs 1975 s'est cristallisée. Car combien de personnes, dans la précipitation de ce grand chamboulement monétaire, ont gardé un peu de monnaie dans un bocal, une vieille tirelire, un tiroir de grand-mère. Ces pièces oubliées sont devenues un trésor dormant. La grande fonte de l'euro a agi comme un gigantesque entonnoir, détruisant la majorité de la masse monétaire et rendant soudainement les survivantes bien plus intéressantes. Et c'est là que nous arrivons au cœur de notre quête, à la révélation ultime. La valeur de 57 000 $, 57 000 $ américains. Ce n'est pas un chiffre symbolique, c'est le prix du marché pour un Graal, un objet dont l'existence est contestée, mais dont la trace est attestée par les experts les plus sérieux. Comment une pièce en nickel de 1975 peut-elle atteindre ce prix, alors que sa valeur faciale était d'environ $1 de l'époque? La réponse tient en un mot, un seul mot qui fera frissonner ceux qui savent. La pièce qui vaut cette somme est une pièce d'essai, mais pas un essai comme les autres. C'est un hybride technique et artistique, une chimère. Il s'agit d'une pièce de 5 francs au type de la semeuse, datée de 1975, mais frappée sur un flanc en argent massif avec des coins qui n'étaient pas des coins de la semeuse standard. Ce sont des coins de présentation avec un poli miroir et une gravure d'une finesse inouïe, jamais utilisée pour la production de masse. Le flanc, lui, est une anomalie. Il provient d'une frappe de 50 francs Hercule, une pièce bien plus grande et plus lourde. Ainsi, au lieu d'avoir une pièce de 29 mm et 10 grammes, vous obtenez une pièce hybride de 1975. Une face de semeuse sur un flanc de 50 francs, c'est-à-dire 41 mm et 30 grammes d'argent. Sur l'autre face, un mélange incompréhensible où le dessin de la couronne de la 5 francs se mêle à l'empreinte résiduelle de l'Hercule. Cet objet n'a pas de nom officiel, c'est une erreur d'appareillement des coins et des flancs, une erreur qui défie toutes les procédures. Pour qu'elle existe, il faut qu'un ouvrier ait pris, peut-être volontairement, un coin de 5 francs et un coin d'Hercule et qu'il les ait montés sur une presse alimentée par des flancs d'argent destinés aux 50 francs. Il a frappé cette chose, une fois, 2 fois peut-être, et puis la pièce a été exfiltrée. Elle n'a pas été détruite parce qu'elle était si bizarre, si ouvertement une erreur, qu'elle en est devenue un objet de curiosité. Elle a traversé les âges, passant d'une collection à l'autre, souvent sans que l'on comprenne vraiment ce qu'elle était, jusqu'à ce qu'un expert, un jour, la prenne en main, la retourne et sente son cœur s'arrêter. Pourquoi 57 000 $? Parce que ce prix n'est pas une évaluation, c'est un prix de transaction. C'est la somme qu'un collectionneur privé, un de ces acharnés de l'histoire, a déboursé pour l'acquérir. Il n'y a pas eu d'enchère publique, pas de catalogue. C'est une vente de gré à gré, dans le secret feutré du marché des ultra-rarissimes. La pièce a changé de main et elle en a changé pour cette somme qui représente bien plus que de l'argent. Elle représente la valeur d'un artefact unique dans l'histoire de la numismatique française. C'est le prix de la folie, de l'erreur, du génie et du temps réunis dans un disque de métal. Maintenant, posez-vous la question, votre cœur bat-il plus vite? Avez-vous ressenti ce pincement, ce mélange d'espoir et d'incrédulité? C'est cela, la fièvre du chercheur de trésors. Et le plus fou, c'est que cette pièce à 57 000 $ n'est pas la seule anomalie. Il existe un écosystème de pièces de 5 francs 1975 en nickel qui ont une valeur très importante, bien que moindre. Une pièce avec un flanc fendu, un défaut de métal qui crée une fissure nette. Une pièce avec un coin bouché, où un copeau de métal s'est incrusté dans le coin, laissant un creuse en forme de verrue sur la pièce frappée. Une pièce qui a été frappée 2 fois, la seconde frappe étant décalée. Chacune de ces pièces raconte une histoire, un accident de parcours industriel. Et certaines d'entre elles peuvent valoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Elles dorment peut-être dans des vide-greniers, sous une pile de vieux magazines, ou pire, dans la poche d'un enfant qui joue à la marchande. Comment devez-vous procéder? Là, maintenant, si vous pensez en avoir une, vous allez vous lever. Vous allez chercher cette vieille boîte à monnaie que vous n'avez pas ouverte depuis des années. Vous allez la renverser doucement sur une table, sur un tissu sombre pour bien voir les pièces. Vous allez les séparer. Les euros d'un côté,
et toutes les pièces grises et argentées de l'autre. Cherchez la semeuse, ce profil de femme qui marche, ce bonnet phrygien. Une fois que vous l'avez, retournez-la, cherchez 1975. Si vous la trouvez, prenez-la entre le pouce et l'index. Sentez son poids, son épaisseur. Est-elle lourde comme de l'argent, trop légère pour du nickel? Passez l'aimant. Écoutez le bruit qu'elle fait en tombant. Ce n'est pas une pièce que vous allez regarder avec vos yeux. C'est une pièce que vous allez examiner avec votre âme. Chaque détail compte et surtout, ne la nettoyez jamais. Entendez-moi bien, ne la nettoyez jamais. La patine, cette oxydation naturelle qui peut lui donner un reflet un peu jaune ou irisé, et sa carte d'identité. Une pièce nettoyée perd toute sa valeur historique et la quasi-totalité de sa valeur marchande. Elle devient un morceau de métal décapé. Si vous avez un doute, si votre pièce vous intrigue, ne la frottez pas avec du vinaigre, du ketchup ou un produit pour l'argenterie. Mettez-la de côté. Prenez une photo en très haute résolution. Contactez un expert, un numismate professionnel ou un cabinet spécialisé. Vous leur envoyez la photo, le poids au milligramme précis, vous avez une balance de précision et vous attendez, le cœur serré. Parce que c'est peut-être le plus beau jour de votre vie qui commence. Il est temps de conclure cette plongée au cœur de l'histoire, du métal et des rêves. La pièce de 5 francs semeuse de 1975 en nickel est la preuve que la beauté et la valeur se cachent souvent là où personne ne les attend, dans un métal qui n'a pas la noblesse de l'or ou de l'argent, dans une année de production massive, dans un design que tout le monde connaît. L'erreur, la rareté absolue, est un fantôme qui se promène dans la grande masse des objets quotidiens. Le fait qu'une telle pièce ait pu changer de main pour 57 000 dollars est une histoire qui nous relie tous. Cela signifie que le trésor n'est pas seulement dans les galions engloutis ou les tombes de pharaons. Il est peut-être à portée de main, dans le vide-poche de la voiture, dans la boîte à biscuits en fer du grenier. Chaque pièce est un fragment d'une civilisation, un instantané de son économie, de son art et de ses accidents. Alors, la prochaine fois que vous verrez une pièce grise et usée de 5 francs, ne la méprisez pas. Regardez-la attentivement. La semeuse de rôti continue sa marche éternelle sur ce petit disque de nickel, semant les graines de la fortune pour celui qui saura